sur l'environnement dans lequel la France évolue, l'économie mondiale et ensuite peut-être la zone euro, avec des signaux qui sont un petit peu positifs, en tout cas, qui permettent d'envisager la situation de l'économie française avec un petit peu plus de sérénité qu'il y a quelques mois. Oui, alors peut-être il faut garder le contact avec le réel avant de se projeter dans le futur. Le réel d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit sur les tableaux de bord de l'économie mondiale à l'heure qu'il est? On voit des États-Unis qui sont dans une bonne reprise, une reprise qui paraît solide, avec des taux de croissance qui ont dépassé les 4% pendant 2 trimestres de suite. C'est quand même des chiffres dont on rêverait. On voit des pays émergents dans des situations un peu moins favorables qu'il y a 6 mois, avec notamment la Chine, qui était devenue pratiquement la première puissance économique mondiale, qui a ralenti, mais qui reste sur des taux de croissance élevés, mais qui quand même en termes de vitesse a ralenti. La Russie est mal en point, le Brésil n'est pas en très bonne forme, donc les pays émergents restent une zone de croissance mondiale forte, mais un peu moins dynamique. Et puis, on voit une zone euro qui est franchement à la traîne, qui est pratiquement, aujourd'hui, les indicateurs de la zone euro restent médiocres. On reste sur une croissance à 0+. Voilà. Par ailleurs, peut-être rajoutons un dernier point de l'économie mondiale, puis après on concentrera sur nos régions. On voit aussi en 2014, on a vu des mouvements de change considérables. Et pas simplement, nous on s'intéresse à l'euro, mais il y en a eu sur le yen qui s'est effondré. Il y a des monnaies asiatiques qui sont parties dans tous les sens. Je ne parle même pas du rouble qui s'est littéralement pulvérisé. Bon, donc il y a des facteurs perturbateurs majeurs qui sont intervenus du côté du marché des changes. Mais il y a aussi, par rapport à une tendance de la zone euro qui était à 1% dans les prévisions quasi unanimes de l'ensemble des économistes mondiaux, oui, c'est étonnant. C'est assez rare. C'est rarissime qu'on voit tout le monde prévoir la même croissance pour la zone euro en 2015. Cette croissance, c'est 1%, ce n'est pas des chiffres très élevés. Le FMI, même la Banque Centrale Européenne, tout le monde prévoit cette croissance de 1%, mais je dirais, peut-être pas complètement avant, mais je ne suis pas sûr que cette prévision intègre ce que j'appellerais les game changers de l'économie mondiale. Il y en a eu beaucoup, en peu de temps, qui sont en train de bouleverser complètement la donne d'environnement, d'ailleurs dans un sens plutôt favorable. Effondrement du prix du pétrole, baisse de l'euro par rapport au dollar, mais même par rapport à l'ensemble des monnaies. Donc il y a toute une série de facteurs positifs qui, je crois, aujourd'hui peuvent laisser penser qu'on devrait avoir un coup de fouet en 2015 et donc peut-être dépasser ces fameux 1%, la France étant plutôt au-dessous de 1% et l'Allemagne plutôt un peu au-dessus. Mais si l'Europe s'accélère, tout le monde sera décalé vers le haut. Vous avez évoqué la dépréciation de l'euro face au dollar et à d'autres monnaies, également la baisse du prix du pétrole. Il y a aussi des décisions institutionnelles qui ont été prises et qui peuvent faire évoluer l'activité, en tout cas l'accélérer. Il y a la décision de la Banque centrale de faire tourner la planche à billets, premier point. Il y a également la volonté de l'Union européenne de lancer ce qu'on appelle le plan Juncker, qui peuvent aussi avoir des effets de relance de l'activité. Alors, commençons quand même par les choses les plus importantes. La plus importante de toutes, dans la hiérarchie de ces game changers, c'est quand même l'effondrement du pétrole. Le poids du pétrole dans le PIB moyen de l'ensemble des pays, c'était avant l'effondrement de l'ordre de 4,5 points de PIB, c'était considérable. Donc vous imaginez ce que fait la division par 2 du prix du pétrole. C'est en soi un facteur très positif, puisque en gros c'est comme si on vous donnait l'équivalent de la moitié de la consommation de pétrole gratuitement, tout d'un coup. Donc ça vous donne par ailleurs un potentiel de pouvoir d'achat pour les acteurs économiques qui se répartira entre pouvoir d'achat pour les ménages, qui payent moins cher leur énergie, mais aussi pour les entreprises, qui paieront moins cher leur énergie, et, enfin leur pétrole en tout cas, et de ce fait vont probablement dans un premier temps voir
leurs bénéfices, leurs résultats d'exploitation monter d'autant. Hein. Après, ils pourront le rétrocéder aux clients, ils pourront peut-être en donner un peu aux salariés, le contexte n'est pas très favorable à cela, mais ça se répartira ensuite vers les ménages. Mais dans un premier temps, des achats qui coûtent moins cher, ça vous fait du résultat. Hein. Tant mieux, on en a vraiment besoin. Alors ça, c'est le facteur le plus positif, qui à lui tout seul, il a été évalué, toutes choses égales par ailleurs, ce qui n'est pas le cas, mais prenons les choses une par une, ça a été évalué à une sorte d'input supplémentaire de croissance de l'ordre de 1,5 point pour l'ensemble des pays consommateurs, moins d'ailleurs de manière un peu surprenante d'après les calculs qu'ont fait le FMI par exemple, moins pour la zone euro qui n'est pas le premier bénéficiaire. Les premiers bénéficiaires dans l'ordre en termes d'impulsion de croissance supplémentaire, c'est la Chine, c'est les États-Unis, alors qu'ils ne sont pas importateurs nets aujourd'hui, mais il ne faut pas confondre, comme on a tendance quelquefois à le faire, l'impact du prix du pétrole avec l'impact sur la balance des paiements. En soi, même dans une économie totalement fermée, quand vous avez un facteur, une consommation dont le prix baisse fortement, ça vous donne du pouvoir d'achat, quelle que soit la situation de la balance des paiements. Donc c'est ça l'effet pétrole. Et l'effet pétrole, je dis, il est de l'ordre de peut-être 1,5, mais étalé dans le temps, à condition, bien sûr, que ça dure. C'est-à-dire que le chiffre actuel, qui est autour de 45 $, dure toute l'année 2015. C'est ça les calculs qui ont été faits. On peut d'ailleurs se poser la question. Est-ce que ça va durer ? Voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est vraiment un phénomène très spécifique, comme on l'avait vu d'ailleurs en très temporaire, comme on l'avait vu en 2008-2009. On a vu le prix du pétrole s'effondrer à 40 $, mais ça n'a pas duré 3 mois. Il est remonté en flèche dès que la croissance est revenue. Qu'est-ce que vous anticipez ? Alors, moi je pense qu'actuellement, il faut se demander pourquoi il s'est effondré d'abord. Parce qu'on était sur un plateau de prix du pétrole à 110 $ depuis plusieurs années. C'était d'ailleurs même surprenant, parce que le pétrole n'est jamais stable. Il ne fait que monter et descendre. Bon. Et là, on avait eu un espèce de long plateau de plusieurs années. Je vous dis, ça datait de la reprise de 2010. Parce que c'était un prix qui convenait à tout le monde. Pardon ? C'était un prix qui convenait à tout le monde. Un prix ne convient jamais à tout le monde. Ça veut dire, en tout cas, c'était un ajustement entre l'offre et la demande. C'est un résultat de marché. Bon. Et effectivement, il était relativement géré par l'offre, par les producteurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde les données, on voit tout d'un coup l'offre quand même s'accélérer. Donc c'est vraiment un phénomène d'offre. La demande, elle croît de manière modérée, mais régulière. Donc il y a eu tout d'un coup, en quelques trimestres, plus d'offres que de demandes. Ça, c'est pas purement économique. Il y a autre chose, parce que les robinets, il y a des gens qui sont derrière les robinets. Il y a aussi la conjonction avec l'arrivée du pétrole de schiste américain, qui a fait que les Américains ont produit. D'ailleurs, ça fait partie de l'augmentation de l'offre. Donc l'offre mondiale est passée au-dessus de la demande. Elle y est toujours au-dessus de la demande. Tant qu'on est dans cette situation, il n'y a pas tellement de raisons que le prix remonte. Et même, il peut aller encore plus bas, à la limite. Alors après, quelles conséquences économiques ? Bon, j'en ai parlé sur le plan positif. Il y a aussi d'autres aspects qui font qu'il faut peut-être être un peu prudent cette fois sur l'impact économique à attendre du prix du pétrole. Premièrement, à ce prix, il y a des producteurs qui ne veulent plus investir. Parce que ça ne vaut pas le coup, c'est pas rentable, il y en a déjà trop, pas la peine d'aller investir pour faire de l'exploration, de la recherche, etc. Donc il y a une coupure des investissements des pétroliers. Ça vient en sens contraire, hein, et c'est immédiat. Ça a du temps à se mettre en place, mais les décisions peuvent être rapides. Deuxième élément, qu'il ne faut pas oublier, mais ça nous ramènera tout à l'heure à la BCE, c'est que lorsqu'on avait eu un premier contre-choc, le seul vrai contre-choc pétrolier qu'on connaisse, c'est celui de 1986, au milieu des années 80, où le pétrole avait effectivement, un peu comme cette fois, été divisé par deux, en très peu de temps, en quelques trimestres. Je rappelle pour la petite histoire, enfin pour l'histoire, que la division par deux, ça consistait à passer de 35 $ à 17 $.
le prix haut de 86, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme un prix effondré. Mais il a été divisé par deux. Le monde développé, c'est-à-dire aussi la zone OCDE, a connu, après cet effondrement du prix du pétrole, une croissance de 3,5% l'an pendant plusieurs années, pendant 3 ans. Après, ça a débouché sur 2000, sur 90, etc., une récession, parce que chaque fois qu'il y a une accélération de croissance, il y a une récession derrière, etc. Bon. Non, mais ça montre que, en soi, l'impulsion peut être très forte. Mais, à l'époque, enfin aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à la situation antérieure, il y a eu à l'époque un ralentissement de l'inflation, une forte baisse des taux d'intérêt des banques centrales. Aujourd'hui, on est à 0. On va y venir tout à l'heure. Mais on ne peut pas baisser les taux puisqu'on est à 0. On peut les baisser un peu puisqu'ils passent en négatif. Enfin, on trouve des situations. Mais on n'a pas le même relais parce qu'on a déjà épuisé ce relais, en fait, largement. Ceci dit, c'est positif, c'est une bonne chose. Baisse de l'euro. Baisse de l'euro, peut-être faut-il en parler en même temps que la BCE. Mais vous avez évoqué un point avant cela, puisque la dernière décision, c'est la BCE, on va terminer par elle dans la discussion des game changers. Avant cela, il faut peut-être parler des décisions que vous avez évoquées, hein, Fabien Pilus, sur de l'Europe, on va dire. Et c'est un fait que, finalement, quand on regarde un peu ce qui s'est passé en 2-3 mois, il y a un vrai changement de façon de faire de la Commission européenne. La nouvelle Commission européenne, M. Juncker, il a déjà une certaine expérience, il ne va pas révolutionner les choses, c'est pas révolutionnaire. Et il a fait pas mal de choses. Il a fait le plan Juncker, on va en parler aussi. Il a fait, parce qu'évidemment ça nous concerne directement, il a fait une nouvelle, ça c'est moins connu et je pense que ça vaut la peine d'y insister un peu, ça vous concerne, c'est un changement assez profond des règles d'appréciation budgétaire des États par la Commission européenne. Vous savez qu'on a un système européen qui est fondé sur, puisqu'on a des États, c'est le problème de la zone euro, ça, on a des États souverains et maintenant la même monnaie. On s'est demandé depuis le début comment on peut gérer tout ça. Alors, ça ne marche pas très bien, mais enfin bon, ça marche quand même. Comment on peut gérer l'autonomie budgétaire, fiscale des États avec la même monnaie, elle-même gérée par une institution qui n'est pas au-dessus des États, mais qui ne dépend pas des États, qui est à côté des États, qui est totalement indépendante, etc. Bon, on sent bien quand même que, d'où la règle européenne, qui a été de dire on ne pourra faire cohabiter tout ça qu'en posant des règles totalement rigoureuses, évitant que tel ou tel État ne s'embarque dans des projets budgétaires pharaoniques en termes de déficit et n'entraîne tout le reste de la zone euro avec lui. Ça a plus ou moins fonctionné, mais on ne peut pas dire que ces règles aient été appliquées, y compris par des grands États. Y compris par l'Allemagne, y compris par la France. Alors, y compris par l'Allemagne, au début des années 2000, Schröder avait souhaité, pour faire ses réformes structurelles de l'Allemagne, dépasser les 3%. Il a trouvé un allié très compatissant ou complaisant, je ne sais pas, avec la France, qui, elle, avait envie aussi de dépasser les 3% pour ne pas faire de réformes. Mais donc lui, il les a faites, nous non, mais on a tous les deux dépassé les 3%. Quand les deux plus grands pays européens ont dépassé les 3%, les autres se sont sentis pousser des ailes. Bon. Ça s'est reporté sur des plus petits pays, mais vous avez vu qu'un pays comme la Grèce en 2010 a failli emporter toute la zone euro. Donc l'idée qu'il fallait des règles était quand même une idée forte. Les règles ont changé, ou vont changer. Alors les règles ont changé récemment. Et il faut que vous en soyez bien conscient parce que ça peut avoir pas mal de conséquences, peut-être positives à court terme, moins positives peut-être à moyen terme, parce que quand il n'y a plus de règles, le désordre peut se réinstaller. Alors, qu'est-ce qui a changé ? La Commission a émis un document qui est sur son site qui dit voilà comment on va appliquer
le pacte de stabilité et de croissance. Car naturellement, personne ne dit que le pacte a changé. Ça, c'est impensable. Il faut des traités pour ça. Donc des signatures, des référendums, je ne sais trop quoi. Ce qu'a changé la Commission, c'est la manière dont elle va appliquer le pacte. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, premièrement, il y a 3 points sur lesquels qu'elle va prendre en compte dans sa manière d'interpréter le pacte. Premier point, l'investissement. Ça doit résonner positivement à vos oreilles. Les investissements qui seront faits dans le cadre du plan Juncker seront sortis du déficit public pour l'appréciation des 3%. Ils resteront forcément dans le déficit public comptablement, mais on va les sortir. Deuxièmement, les investissements qui seront faits en application des compléments que les États apporteront sur leur budget au plan Juncker, donc c'est une deuxième couche, vont être sortis aussi le calcul du déficit public. Troisièmement, certains autres investissements dans le contour n'ont pas encore été bien déterminés, en plus des 2 premières couches, pourront être sortis aussi du déficit public. Considérons qu'en gros, l'investissement n'est plus tout à fait dans le déficit public. Alors il y a des distinctions selon qu'on est dans la branche préventive ou corrective du pacte, donc on rentre dans une histoire un peu compliquée, mais qui vont servir à faciliter les décisions. Deuxièmement, on va aussi sortir du déficit public pour l'appréciation des 3%, les conséquences budgétaires des réformes structurelles. Qu'est-ce que c'est que les réformes structurelles? Comment on va mesurer les conséquences budgétaires des réformes structurelles? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne saura jamais d'ailleurs. Si vous me demandiez, mais je préférerais vous le demander à vous, quel est l'impact budgétaire de la loi Macron? Ce serait bien difficile. Le gouvernement ne s'y risque 108, pas. Comment? Le gouvernement ne s'y risque pas d'ailleurs. Non, personne ne s'y risque, mais l'Europe considère qu'elle pourra tenir compte des réformes structurelles dans l'appréciation de la règle des 3%. Troisièmement, ça c'est le plus important, enfin c'est peut-être ça qui aura le plus encore d'impact, c'est que l'Europe a dit, enfin la Commission européenne a dit, on ne peut pas juger de la même manière, et ça c'est vrai sur le fond, un déficit budgétaire pour un pays qui est en pleine récession et pour un pays qui est en croissance. Parce qu'en croissance, il ne devrait pas y avoir de déficit, et en récession, on peut comprendre que la conjoncture fasse chuter les recettes publiques. Donc l'idée est intéressante, mais il faut voir qu'après, la mise en œuvre, comment on tient compte de ça pour juger du déficit? Alors, ils ont défini, il a fallu, pas une liste de configuration, une matrice de configuration économique, avec double entrée, avec 6 items en ligne. On va distinguer selon qu'on est en good times, qu'on est en normal times, en bad times, en very bad times, et exceptionally very bad times. Ouais. Alors, il va falloir que chaque pays, on le place dans la matrice. Je résume. Pour moi, le pacte de stabilité et de croissance, il est quasi mort. C'est un changement fondamental, ça. L'histoire des 3%. Alors, ça reviendra. On reparlera de la France, qui est en déficit excessif, en procédure de déficit excessif. Il y aura des discours là-dessus. Mais il n'y a plus de critères comptables simples pour juger du déficit public, s'il est excessif ou pas. Donc ça change quand même beaucoup le contexte, et ça peut être une bonne chose, parce que ça laisse de l'oxygène aux projets d'investissement qui seront moins coincés par la règle des déficits, mais ça peut être aussi un peu pervers. Et si je peux me permettre juste une petite réflexion concernant la France, si la France se trouve avec sorte de... On reporte les limites sans plus très bien savoir où elles sont. Il y a 2 manières de faire. Ensuite, la
première, c'est d'en profiter pour investir, puisqu'on n'a plus cette contrainte sur l'investissement. Moins. La deuxième comportement, c'est de dire, puisqu'on nous a repoussé la contrainte sur le déficit, on va quand même faire toutes les mesures de consommation et d'allègement, etc., qu'on avait envie de faire depuis trop longtemps, mais qui étaient quand même coincés. Et donc, si j'avais un petit conseil à donner, ce serait de bien veiller à ce que cet oxygène supplémentaire que la Commission vous donne, donc lisez attentivement la circulaire de la Commission, pour que son application bénéficie bien à ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'investissement, et probablement l'investissement en infrastructure, puisque c'est dans le plan Juncker. Alors, on a parlé du plan Juncker. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en dise un mot. Est-ce que la France peut en profiter? Est-ce qu'il y a assez de, comment dirais-je, de projets potentiels en France? Il y a des grandes lignes de TGV, les autoroutes ont été construites ou presque, il y a le maillage territorial de transport est complet, en tout cas assez bon. Est-ce qu'il y a encore des grands projets à réaliser en France? Alors là, moi, j'allais dire, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à la salle. Je pense qu'en effet, on ne manquera pas de projets. Je ne suis pas sûr qu'on soit un pays le plus mal loti aujourd'hui en termes de stock d'infrastructures. Encore que ça dépend ce qu'on en fait, et ça dépend aussi beaucoup de la manière dont on les entretient. J'avais fait un rapport pour le Conseil d'analyse économique avec un autre économiste que vous connaissez, qui est connu dans la maison, qui est Rémi Prudhomme. Maintenant, il peut honorer, on va dire, mais à l'époque, on a travaillé ensemble, c'était pas très ancien, il y a une dizaine d'années, peut-être même moins, sur le sujet qui intéressait cette maison, qui était infrastructure de transport, mobilité et croissance économique. C'est-à-dire dans quelle mesure les infrastructures de transport peuvent être un élément important de la mobilité et la mobilité comme facteur de croissance. Il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il y a une forte corrélation entre la mobilité, ça veut dire beaucoup de choses la mobilité, mais la mobilité des hommes, la mobilité des marchandises, etc., la capacité à bouger dans le pays, à se distribuer, et le niveau de croissance. On l'a observé sur toutes les sociétés dans le passé, etc. Alors maintenant, après, il y a la relation infrastructure de transport et mobilité, donc il faut se demander si on en avait assez, si elles étaient adaptées, etc. Et à cette occasion, donc, on avait réfléchi aux relations qui peuvent exister entre le niveau d'infrastructure et la croissance économique. Cette relation est positive, mais ça n'a pas beaucoup de sens de raisonner globalement. On peut avoir de bonnes infrastructures et de moins bonnes infrastructures pour la croissance économique. Parce que face à un impact économique, il y a quand même un coût. L'infrastructure a toujours un coût. Et en économie, ce qui compte, c'est le rapport entre le coût et le résultat pour les autres, d'ailleurs. Parce qu'une infrastructure de transport, elle a d'abord pour impact d'améliorer la productivité des autres secteurs ou des ménages, le niveau d'utilité, de consommation des ménages. Donc c'est l'impact sur le reste de l'économie. Et ça, je crois qu'il faut bien avoir ça à l'esprit. J'ajoute que dans le plan Juncker, c'est bien le critère qui va être pris en compte en majeur par la BEI, c'est bien le rapport coût-avantage du projet qui est présenté. Et ça, c'est un point important parce qu'il y a un peu deux visions, si vous voulez, des infrastructures, de l'impact des infrastructures sur l'économie. Et je pense qu'on est passé progressivement dans les années récentes, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, mais le point de vue a évolué. On a beaucoup, dans le passé, mis l'accent sur le volet keynésien, je dirais, des infrastructures et de la dépense d'investissement en général, c'est-à-dire, quand il n'y a pas de croissance, il faut pousser la croissance en créant de la demande. On est plutôt basculé aujourd'hui sur la vision de l'offre, c'est-à-dire sur la vision qu'apporte l'infrastructure, non pas à la relance immédiate et temporaire de l'économie, mais à la croissance potentielle de l'économie, à une croissance durable. Et là, on tombe sur le problème coût-avantage. Et ceci
je le dis parce que la France n'est peut-être pas le plus avancé sur cette réflexion, et que ça devient le critère majeur. Là, on fait un détour, mais je crois que c'est quand même votre domaine. On va revenir quand même sur le plan Juncker en soi, en termes macroéconomiques, et peut-être sur d'autres aspects de la macroéconomie, la BCE, etc. Mais là, on est quand même dans un sujet qui vous concerne en direct. On voit ce changement de vision très clairement dans la problématique allemande, qui a de l'avance sur nous, sur la question du retour du débat sur les infrastructures dans l'économie. Vous savez qu'il y a eu tout un débat en Allemagne, que les deux ministres, je crois d'ailleurs, des Finances et de l'Économie ont demandé à un des patrons d'instituts allemands qui s'appelle Marcel Fratscher de faire un rapport sur la question des infrastructures et de la croissance allemande. J'ai rencontré Marcel Fratscher il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre à Berlin, et c'est intéressant parce que vous savez qu'il est très favorable au redéveloppement de l'infrastructure, il a poussé dans ce sens, etc., à ce que l'Allemagne réinvestisse un peu alors qu'elle avait moins investi. Mais lui m'a dit, attention, ne vous y trompez pas, notre point de vue, c'est pas du tout de faire de la relance keynésienne, c'est pas du tout ça. Notre point de vue, c'est de relancer les infrastructures comme facteur de compétitivité, comme facteur de croissance potentielle de l'Allemagne, qui par ailleurs risque d'être pénalisée par la démographie, etc. Donc nous raisonnons en économiste, en économiste de l'offre, on va dire. Et ce basculement un peu de l'économie de la demande vers l'économie de l'offre, on le voit partout. Y compris d'ailleurs le gouvernement français qui s'est un peu converti, pas longtemps, mais il y a un an exactement, mais qui maintenant en fait un peu son point de vue principal. On va choisir les projets attentivement. Ne croyez pas que vous n'allez pas nous dire ce projet, on va dépenser 50 millions, c'est très bien, ça va faire 50 millions de plus de croissance, c'est pas ça. Il faut les justifier, ces projets. Et là aussi, je me permets d'attirer votre attention, parce qu'on n'est pas tout seul en Europe, qu'il y aura des projets venant de beaucoup de pays, c'est normal, et qu'il y aura un critère de choix, c'est les projets qui apportent le plus à la croissance européenne ou éventuellement des États concernés. Et donc, il faut être bon pour pouvoir faire sélectionner ces projets, notamment à la BEI. Et la BEI, il y a des équipes, des staffs de qualité, ils savent juger. Hein. Bon. Donc, ils débloqueront en fonction de l'utilité. Voilà, c'est tout ce que je voulais, le message simplement que je voulais vous faire passer, parce que le pire qui puisse nous arriver, je dirais, dans le plan Juncker, c'est qu'il se fasse et que nous ne soyons pas suffisamment bénéficiaires quand même des 315 milliards. Nous avons aussi à défendre notre beefsteak franco-français. Bien sûr, mais cette capacité à sélectionner les bons projets, les investissements d'avenir, le grand emprunt, c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire de sélectionner des projets capables d'améliorer, de faire monter en gamme, monter en gamme le Made in France. C'est on ne fait pas des ronds-points, on ne fait pas des routes qui ne serviront pas, on essaie toujours d'investir pour l'avenir et pas pour alimenter ou relancer la demande à court terme. Je ne mets pas les investissements d'avenir, pas encore du tout sur le même terrain. Les investissements d'avenir, c'est en gros quand même une banque publique, c'est lié à une banque publique d'investissement dans le domaine industriel, dans le domaine industriel et commercial, il y en a peut-être même dans les entreprises de travaux publics, j'espère que vous en profitez aussi. Hein. Mais le critère est vraiment un critère de politique industrielle franco-française. Vous avez dit Made in France. Bon, le plan Juncker, il ne va pas quand même défendre le Made in France, ce serait un comble ça. Il défend les projets d'infrastructure dans leur impact. Et l'infrastructure, il y a une différence quand même assez fondamentale avec les investissements industriels. C'est que les infrastructures, un bien industriel, il va se vendre sur un marché, où ils se vendent, où ils ne se vendent pas. Bon. Une infrastructure, ça ne se vend pas. Ça fait partie, pour moi, des socles de croissance, mais d'intérêt collectif quand même assez largement. On peut le vendre, faire des péages, mais enfin, fondamentalement, on ne peut pas raisonner de la même manière quand on produit... je ne sais pas, ce que des chips, là, enfin, des chips électroniques, hein, je ne parle pas des chips alimentaires, mais encore que pourquoi il peut y avoir d'excellentes entreprises dans l'agroalimentaire, aidées par la BPI, etc.
Mais ce n'est pas la même chose. Une infrastructure, c'est un intérêt collectif. L'avantage ne se mesure pas du tout de la même manière. Pas un produit qu'on va échanger sur un marché. Donc il y a des méthodologies particulières aux infrastructures qui ne sont pas les mêmes, à mon avis, que simplement de savoir si une entreprise gagne de l'argent et se développe. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc je ne crois pas qu'on puisse avoir la même approche. Il faut une approche spécifique à la problématique, en gros, des biens publics, des biens collectifs, et des effets que ces biens collectifs ont sur le reste de l'économie. Dans un produit industriel, l'effet du produit sur le reste de l'économie se mesure par son prix, c'est tout. Hein. Il y a des acheteurs ou il n'y en a pas. C'est à eux de juger s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas. Les infrastructures, il y a des choix collectifs à faire, il y a des décisions politiques à prendre. Il faut les prendre sur la base quand même d'un raisonnement économique, et il faut donc défendre ce raisonnement économique. Alors, un mot du plan Juncker quand même, parce que c'est pas non plus la panacée. Hein. Il ne vient pas un peu trop tard? C'est ce qu'on dit de la BCE, c'est ce qu'on dit du plan Juncker. Alors les autres, certains vont vous dire mieux vaut tard que jamais. Enfin, on n'est plus tout à fait dans le débat économique. Hein, là. Non, je ne pense pas qu'il vienne trop tard, parce que, à la limite, vous savez, il vient peut-être même bien à son heure, parce que les projets, les propositions d'investissement n'ont de chance de se mettre en œuvre que quand le contexte économique redevient plus favorable. Quand vous êtes dans une situation de dépression économique qui n'est pas due à l'investissement, mais dont l'investissement enregistre les conséquences par sa faiblesse, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'ailleurs un sujet qu'on peut évoquer sur la BCE aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'on ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif. Voilà. On en revient à Keynes. Hein? On en revient à Keynes. On en revient, si vous voulez, à Keynes. Bon, enfin, Keynes c'est quand même mort depuis un certain temps. Hein. Il faut peut-être passer à autre chose maintenant. Alors, le plan Juncker, qu'est-ce que c'est? Il faut quand même le ramener à sa vérité. Hein. C'est 315 milliards d'euros. Comment on arrive à ces 315 milliards d'euros? Il y a 8 milliards d'euros que la Commission européenne affecte au plan Juncker, mais qui étaient 6 milliards d'euros, mais qui étaient 6,5, mais qui étaient déjà dans ses crédits. C'était les fonds structurels. Donc il n'y a pas un euro de plus. Alors il nous dit, mais 6 milliards et demi, ça va faire 13, parce que ces 6 milliards et demi, au lieu de les investir, je vais les mettre comme garantie, et que quand je donne une garantie, les gens pourront investir 2 fois plus que ma garantie, parce qu'ils sont garantis pour 50%. Bon, acceptons-en l'augure. Par ailleurs, la BEI a trouvé dans ses comptes 8 milliards d'euros qui naturellement existaient, mais elle les affecte au plan Juncker. Donc 6,5 par 2, ça fait 13, 13 plus 8, ça fait 21. Donc ça, c'est le début de ce que j'appelle la pyramide inversée du plan Juncker. Sur ces 21, la Commission nous dit, ça va générer 3 fois plus de projets, parce que quand on a le premier tiers de financement, on peut amener en fonds propres les 2 autres tiers. Donc 3 fois 21, ça fait, sauf erreur de ma part, 65, ou 3 fois 63. Voilà. Donc premier coefficient multiplicateur, il y a déjà un petit coefficient multiplicateur au départ. Multiplication des effets de levier, en fait. Voilà, c'est un peu la multiplication des pinces. Hein. C'est-à-dire qu'après, on multiplie par 3 les 21, qui eux-mêmes sont la multiplication par 2 des 6 et demi. Et la Commission dit, mais c'est pas fini. Parce que si j'amène 61 milliards de projets, dont financés en equity par les entreprises, etc., ça va générer, grâce à l'apport de crédit du système bancaire, 5 fois plus de travaux, de projets, d'investissement, que ce que j'aurais mis au niveau de la BEI grâce aux premiers effets de levier. Et 5 fois, constaté, 5 fois 61, ça doit faire à peu près 315 milliards d'euros. Donc voilà comment, sur la pointe qui est en bas, d'argent qu'on a trouvé dans les budgets, on arrive à 315 milliards d'euros. Alors moi je dis, il faut dire chiche à ça, il ne faut pas dire c'est pas grand-chose. Mais il faut quand même être conscient qu'il faut que tous ces leviers se mettent en route.
Donc je crois qu'il faut pousser à la réalisation effective du plan Juncker. Il ne faut pas, pour l'instant, en tant qu'économiste objectif et indépendant, je ne peux pas dire qu'il y aura 315 milliards d'euros de plus dans l'investissement européen, d'autant plus qu'une partie de ce qu'on va mettre sur les projets Juncker, il y avait des projets qui auraient existé de toute façon. Donc c'est plutôt positif, mais je ne suis pas capable d'évaluer l'impact final. Et l'impact final de la décision de la BCE? Alors, ça c'est un autre aspect, et c'est peut-être le troisième volet, disons, de cette nouvelle politique européenne, on va dire. Le premier volet, c'était le plan Juncker, dans l'ordre chronologiquement, d'ailleurs décembre. Ensuite, il y a eu la décision de la Commission de remettre l'investissement en dehors du déficit public. Donc, il y a une certaine cohérence quand même dans l'approche de la nouvelle Commission européenne. Et le troisième volet, il ne faut pas dire que c'est la Commission européenne, puisque c'est la Banque centrale européenne qui est par définition indépendante, c'est la décision de la BCE. Je ne sais pas combien de temps il nous reste là, 10 minutes je crois, pour après qu'on ait le temps d'avoir un des échanges un peu avec la salle. Alors la BCE, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de la BCE, vous rappelez qu'elle avait décidé en 2012 un programme qui s'appelait OMT, qui était Outright Monetary Transactions, qui consistait à acheter de la dette publique, à court terme, stérilisée, etc. Ce programme de 2012, elle ne l'a jamais mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un recours de la Bundesbank d'ailleurs, et d'Allemands, de personnes allemandes, devant la Cour de justice européenne en disant « halte là, la dette publique, la BCE n'a pas le droit d'en acheter parce que c'est pas de la politique monétaire, c'est pas de la politique économique, c'est de la politique économique parce que si elle se met à acheter la dette publique comme elle l'entend, elle va pouvoir de ce fait avantager tel ou tel État et donc finalement contourner la règle des 3%, plus exactement faciliter le déficit public d'États qui ont pensé naturellement tout de suite à certains États de la zone euro. Donc il ne faut pas qu'elle se mêle de faire de la politique économique, et je comprends ce point de vue, parce que si la BCE est déjà quand même une espèce d'être supranational, qui n'est élu par personne, bon, et si elle se met à faire de la politique économique, c'est elle qui va devenir l'arbitre des pays européens. Si elle peut avantager la Grèce, ou lui dire vous allez continuer à faire du déficit, ou la France. Donc il y a eu un recours qui a abouti à une décision récente, en tout cas de l'avocat général, qui a dit l'OMT, et ça c'est le 14 janvier, tout ça est allé très vite. Le 14 janvier, l'avocat général a déposé ses conclusions en disant oui, l'OMT tel que la BCE me l'a présenté, c'est-à-dire j'achète des titres courts, je les stérilise, c'est-à-dire que quand j'achète des titres de dette publique, je supprime par ailleurs d'autres crédits de la BCE pour que mon bilan n'augmente pas. Cet OMT est légal, n'est pas illégal, n'est pas contraire au traité, mais tel qu'il est l'OMT. On a tous compris que ça voulait dire que la BCE était autorisée à acheter de la dette publique, grosso modo. Et donc, 8 jours après, 14 janvier, 22 janvier, elle a lancé le programme, qui n'est pas encore démarré, mais qui est le programme de rachat de dette publique. Alors, elle en a tenu compte quand même des décisions de la Cour de justice européenne, par anticipation, parce qu'il n'est pas rendu encore le jugement. Enfin, l'avocat général, généralement, est suivi. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais acheter 60 milliards d'euros par mois. C'est beaucoup quand même, 60 milliards d'euros par mois, surtout que ça va se rajouter, de dettes, soit de dettes privées, mais le marché est trop petit, soit de dettes publiques, pour augmenter mon bilan et pour insuffler de la liquidité dans l'économie européenne. Dans l'espoir, c'est dit explicitement dans son communiqué, de pouvoir relancer un peu la croissance et l'investissement, et, c'est pas sa fonction, mais la suivante, c'est sa fonction, dans l'espoir de remonter un peu l'inflation vers 2%, parce que mon mandat, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation, mais qu'il y en ait quand même un peu. Parce que s'il n'y en a pas du tout, on risque de basculer dans la déflation.
Voilà le point de vue de la BCE. Donc elle va racheter ses 60 milliards, ça va démarrer bientôt. Il y avait un problème de liquidité en Europe? Alors justement, et là c'est la question de l'impact. Il y a eu un impact immédiat sur les marchés, ça c'est évident. Les marchés attendaient ce quantitative easing, comme on dit, et donc les marchés boursiers, vous avez vu, se sont envolés, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais au bout de 2-3 jours, ça s'est calmé, ils ont même un petit peu reflué. Enfin, il y a eu un impact marché, et il est possible que cet impact marché continue, parce que la question, c'est ce que vous dites, ces liquidités supplémentaires, où est-ce qu'elles vont aller? Vous avez raison, il n'y avait pas besoin de liquidité, il n'y a pas de problème de liquidité, il y a des tombereaux de liquidité inemployés, et notamment en France, où je fais juste un petit détour par la France, là, où avec notre fiscalité du capital complètement aberrante, où on a des taux marginaux à des chiffres qui dépassent les 100%, les gens ne savent plus quoi faire de leur argent. Enfin, ceux qui en ont, bien sûr. Un petit peu de patrimoine. Bon. Et je le vois par ailleurs dans d'autres activités que je peux avoir, de conseils ou autres. En fait, il n'y a pas de rendement, zéro rendement. Il y a du risque. La fiscalité vous prend le petit rendement qui reste et même au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne parle pas de ceux qui transfèrent leur patrimoine ailleurs. Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'il faut? Ils restent en liquidité. Ça ne sert à rien de vouloir placer. On prend du risque sans rendement. Donc on reste en liquidité. Il n'y a pas de problème de liquidité. Il y a presque trop de liquidité. Le problème, c'est que ces liquidités aillent vers la demande, soit en consommation, soit en demande de crédit pour investir. Et ça, il n'est pas absolument évident que le QE de la BCE y arrive. Le risque qu'on voit derrière, et qui commence à être maintenant pas mal discuté, évoqué, bien sûr c'est plutôt positif d'inonder de liquidités, mais quand on n'en manque pas, ce n'est pas le sujet principal. Donc le risque qu'on voit derrière ce QE, c'est qu'il alimente de la spéculation financière, fasse monter les prix de manière un peu artificielle sur les marchés boursiers. Les taux d'intérêt, vous voyez que le résultat sur les taux d'intérêt, c'est encore baissé des taux qui étaient nuls, et il y a des pays où ils commencent à être négatifs. Je ne parle pas de la Suisse qui est un peu à part, mais au sein de la zone euro, en Allemagne, à 5 ans. Si vous prêtez en Allemagne à 5 ans, non seulement ça ne vous rapporte pas un centime, mais ça vous coûte de l'argent. Vous vous rendez compte comme c'est incitatif? Exemple, et ça c'est vraiment je fais un peu de philosophie économique, si vous me le permettez, mais regardons ce qui s'est passé en 2014, qui était un peu l'anticipation du QE, parce que le QE, en réalité, il n'a pas commencé le 22 janvier. Sur les marchés, il a commencé bien avant. À partir du moment où la BCE clamait partout qu'elle allait faire le QE, on prend ses dispositions avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un peu l'évolution. Vous aviez 1 000 euros 1er janvier 2014. Qu'est-ce qu'il est devenu? Que sont devenus ces 1 000 euros selon que vous les avez mis sur un type de placement ou sur un autre? Alors, je n'en prends que 2. Si vous les avez mis, si vous les avez prêtés aux États européens, si possible, aux États les plus impécunieux, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on ne parle pas de la Grèce qui était sous programme. Vous avez gagné 16% sur des prêts aux États. But, consommation immédiate. Qu'est-ce qu'ils font les États? Ils ne font pas beaucoup d'investissements. Si vous les avez placés sur les entreprises françaises, mettons le CAC 40, puisque là il y a un indice, vous avez perdu de l'argent. Pas beaucoup, mais un peu d'argent perdu. Comment cette économie fonctionne dans laquelle, à cause de ces afflux de liquidités, la valeur des titres d'État dont le but économique est de faire de la consommation immédiate courante parce qu'on paye les fonctionnaires, etc., on gagne de l'argent là-dessus et on en perd quand on place dans l'investissement productif des entreprises. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je crois que fondamentalement, au-delà des petits calculs qu'on peut faire, il y a une perversion. Et ce que je crains, c'est que le QE ne fasse qu'alimenter cette perversion. C'est-à-dire qu'à force de faire baisser les taux
Vous savez, quand on fait baisser les taux publics, on augmente la valeur des obligations publiques sur le marché. Donc on a créé un système quand même qui va plutôt, à court terme, désinciter de l'investissement productif. Tant qu'on est dans ce mécanisme, ce n'est pas très incitatif à l'investissement productif. Donc vous voyez que c'est un peu ambigu, hein, le QE. Je pense que globalement, ça finira par avoir un effet positif, mais il y a des effets pervers qui sont derrière et auxquels il faudra prêter attention. Je voulais revenir sur un point sur le plan Juncker et sur la nécessité de bien penser, de bien réfléchir au projet d'infrastructure. L'Institut Sylvo-Rexecode que vous présidez va travailler avec le MEDEF. Vous allez créer un comité infrastructure, c'est ça, pour essayer de... C'est pas nous, hein, ça c'est le MEDEF qui crée un comité infrastructure. Et le MEDEF a une habitude, c'est souvent de demander à Rexecode de venir apporter son connaissance économique aux réflexions que d'ailleurs, j'imagine, la FNTP va conduire largement avec le MEDEF. Je lui fais confiance pour s'intéresser aux infrastructures. Mais l'idée de ce comité, c'est justement d'identifier les besoins réels de l'économie française et ceux qui pourraient moi, je crois que dans la salle, il y a le président du comité des infrastructures. C'est à lui de définir la démarche du comité. Nous, on va être à la disposition de son président et du comité. Mais bien sûr, quelles sont les questions qu'on peut se poser? C'est est-ce qu'on est au bon niveau en investissement et en entretien? Je vous ai parlé tout à l'heure du rapport sur les infrastructures, mobilité, croissance du Conseil d'analyse économique. C'est à peu près la seule fois où le Conseil d'analyse économique, sur une centaine de rapports depuis son origine, s'est intéressé au sujet des infrastructures. L'un des points que nous avions, donc c'était déjà il y a peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça, soulevé, c'était le problème de l'entretien. On voyait bien que l'entretien du réseau de chemin de fer, des voies de chemin de fer, etc., n'était plus assuré. Et l'explication, alors ça, il y a l'explication, finalement, on se demande quelle est l'explication, mais elle est assez simple. Hein. C'est ce qu'on appelle en économie les effets d'inauguration. Principe d'inauguration, c'est qu'on préfère toujours un projet où on peut aller couper la bande bleu-blanc rouge avec peut-être l'orchestre municipal que de l'entretien. Vous comprenez, l'entretien, c'est pas très valorisant politiquement. Donc on préfère des projets qu'on inaugure. L'entretien, ça ne s'inaugure pas, c'est vrai. Mais quand une infrastructure perd, ce qui se passe en Allemagne d'ailleurs, n'est plus entretenue, elle finit par ne plus délivrer au reste de l'économie la valeur qu'on en attendait. Et donc, il y a un problème. Ça devient un frein d'activité. Ça peut devenir un frein. Je sais que le patron de la SNCF m'avait dit, venez donc voir un peu le central de distribution des aiguillages de la région parisienne. Je crois que c'est la gare de Lyon, je ne sais plus dans quel état il est. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, on a eu malheureusement l'accident que vous savez sur le ligne sud. Donc il y a un problème d'entretien. Et je pense que là-dessus, c'est revenu dans le débat. Hein. L'entretien est revenu dans le débat. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est revenu dans le débat sur les trains, et il y a eu une augmentation d'ailleurs des crédits après mon rapport, mais après aussi d'autres éléments. Et qui a renvoyé, qui a fait apparaître ce problème d'entretien? C'est l'Université de Lausanne. Il a fallu aller à Lausanne pour que le sujet de l'entretien des voies de chemin de fer français réapparaisse. En l'occurrence, les infrastructures reviennent par l'Allemagne en ce moment. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, puisque c'était votre question, que le monde patronal français, MEDEF et FNTP, prennent le lead là-dessus pour notre pays. Je crois que c'est vraiment un sujet majeur. J'avais une dernière question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que les résultats de la victoire, enfin les résultats des élections grecques peuvent avoir une influence sur la politique économique menée dans l'Union européenne? Est-ce que quel commentaire faites-vous? Je ne sais pas comment ce gouvernement grec va agir. Hein. Il a, je crois, déjà fait changé pas mal sa vision. Vous savez, la date des élections, c'est un élément important, souvent, parce qu'il y a ce qu'on dit avant et puis ce qu'on fait après. Et je pense que le gouvernement grec va être obligé de se mouler quand même, de respecter les engagements du pays. Bon. Alors, c'est vrai qu'on a une situation qui est étonnante, et peut-être réserver des mauvaises surprises. Hein. Je ne peux
pas prévoir l'avenir, en l'occurrence. Puisqu'au fond, il arrive en disant, et ça prend un mauvais tour actuellement, hein, parce qu'une partie de l'opinion publique française croit se reconnaître dans le gouvernement actuel de la Grèce et essaye de faire passer en France des idées grecques. Bon. Mais au fond, on voit un nouveau gouvernement qui arrive, qui dit, moi, ah oui, je dois de l'argent, 300 et quelques milliards d'euros, mais je n'ai pas payé mes dettes. Je ne veux pas payer mes dettes. Et puis il y a des créanciers qui disent, moi je vous ai prêté de l'argent pour vous tirer d'affaires en 2010, vous savez qu'on a déjà payé les États français, les États, pas les institutions européennes ont prêté 110 milliards d'euros à la Grèce pour pouvoir faire ces échéances antérieures, donc c'est du report d'échéance. Bon. Et qu'ensuite il y a eu un deuxième plan de 120 milliards d'euros au travers des institutions européennes, mais ça, les institutions européennes, c'est nous, c'est les autres États, d'une manière ou d'une autre. Bon. Donc, ils disent, on ne va pas payer notre dette. Et alors, les créanciers, qu'est-ce qu'ils vont... Eux aussi, ils ont des problèmes de déficit, etc. L'Allemagne est vent debout, la France fait semblant d'être un petit peu favorable à une évolution des choses, mais quand on va lui dire, il y a 50 milliards d'euros que vous ne reverrez pas, je pense quand même que s'il faut augmenter les impôts français de 50 milliards d'euros, je pense quand même que ça posera un petit problème. Hein. Donc, en fait, on va essayer de négocier. Alors, tout le monde s'est précipité dans le rééchelonnement en disant, ah, il y a une porte de sortie, c'est le rééchelonnement. On va dire, vous devez toujours votre argent, mais on verra plus tard. Seulement, ce que oublient de dire ceux qui pensent ainsi, ce qui est pas absurde, c'est de dire que la maturité moyenne de la dette grecque aujourd'hui, qui est surtout due aux États et aux institutions publiques et à la BCE, qui a quand même une créance sur la Grèce importante de plusieurs dizaines de milliards d'euros, et au FMI, le FMI dit, moi, jamais dans mon histoire, je n'ai fait un prêt qui n'ait été remboursé, je ne vais pas commencer avec la Grèce. Donc moi, je ne veux rien entendre. La BCE dit, plusieurs fois ils l'ont dit, moi je suis une banque centrale, j'ai prêté pour faire la soudure à la Grèce, c'est des crédits de trésorerie grosso modo, je ne veux pas entendre parler une seconde qu'on ne me rembourse pas. Donc ça fait déjà une partie de la dette grecque, tout va se concentrer sur les États. Et le MES, qui est le Fonds européen d'aide aux pays sous programme. Donc ça pose quand même un petit problème, et je pense que le rééchelonnement est une idée théorique, mais est-ce que vous savez quelle est la maturité moyenne de la dette grecque aujourd'hui? Vous en rêveriez. 19 ans. La dette grecque, en moyenne, elle est due à 19 ans. Alors, on va rééchelonner à combien? 40 ans? 50 ans? À partir de quel moment une dette qui est remboursable dans un autre monde est vraiment une dette, ou c'est plus une subvention? Donc, l'idée du rééchelonnement, elle va se heurter à la réalité de ce qu'est la dette grecque aujourd'hui, et d'une manière ou d'une autre, il va falloir trouver une solution qui peut être conflictuelle. Hein. Je veux dire, je ne crois pas qu'on puisse, qu'il y aura une période conflictuelle, il ne faut pas se leurrer. Parce que la réalité, c'est que quelles que soient les projections que vous pouvez faire sur la Grèce, sur l'économie grecque à 5, 10, 15 ans, elle ne pourra pas rembourser la totalité de sa dette, c'est pas possible. Donc il va falloir la rouler, mais probablement on a fait assez une partie, il n'y a pas tellement de solutions. Alors, donc c'est là que la négociation peut prendre un tour un peu conflictuel. C'est quelle partie, comment. Ce que je crois qu'on va faire comme souvent, c'est qu'on va mettre un peu un écran de fumée, on va dire, on va faire un échelonnement, et puis ce rééchelonnement est une manière un peu polie de dire qu'on verra plus tard s'il faut vraiment la rembourser ou pas. Mais tout ça peut passer. On est dans une situation, pour résumer, puisqu'il faut engager le débat, mais on est dans une situation où je trouve que, vous savez, en finance, on parle souvent du couple rendement-risque. Bon, et généralement, et plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Bon. On est dans une situation actuellement où le rendement, c'est la croissance pour la macroéconomie. Potentiellement, elle est en train d'augmenter, mais par ailleurs, le risque aussi est en train d'augmenter. Il y a plus de risques aujourd'hui, soit que le pétrole remonte, soit que... Donc, il y a les deux à la fois. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On verra, chacun gère comme il entend.